Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Annelise, de m'avoir invitée. Alors effectivement, cette soirée est née d'un partenariat entre le Musée de la Chasse et de la Nature qui donc, édite cette revue Bilbao, qui est une revue de réflexion et de terrain sur nos relations à la nature. Cette exposition, donc Espèces d'ours. Et nous avons pensé, en fait, pour faire le lien entre les deux, à un dialogue entre Didier Julien Laferrière, qui est muséographe et concepteur de cette exposition Espèces d'ours, et Baptiste Morisot, qui est chercheur en philosophie, maître de conférence à l'université Aix-Marseille. Pardon. Ah, excusez-moi, Pardon. Vous m'entendez là? Ah, voilà. Chercheur en philosophie, maître de conférence à l'université Aix-Marseille, et qui a écrit un texte dans ce numéro de Bilbao sur sa rencontre avec les ours au Yellowstone. Alors, nous allons, pour cette soirée, partir en fait de l'exposition pour déployer tout un ensemble de questions et d'enjeux sur nos relations passées et présentes à l'ours, cet animal emblématique qui, en fait, suscite énormément de représentations et d'imaginaires, comme nous allons le voir donc, à travers ces images. Alors, peut-être Didier, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui a présidé, en fait, à cette exposition et surtout à l'articulation que vous avez faite dans un muséum d'histoire naturelle entre une rencontre avec l'animal réel, l'animal biologique, l'ours, et en même temps avec cet animal symbolique en fait, dont les représentations traversent toute l'histoire, presque toute l'histoire de l'humanité. Alors, je peux répondre effectivement sur deux plans. Le premier, c'est en quelque sorte professionnel, en vous parlant un petit peu des points de vue ou des approches qu'on a adoptées pour l'exposition, où c'est effectivement une rencontre avec l'animal. On le voit sur la première image dans notre dos. Ce sont évidemment des animaux empaillés, comme on dit, bien que les taxidermistes n'aiment pas beaucoup ce terme, donc on dit naturalisés, ce sera mieux. Ce sont des animaux immobiles qui sont magnifiés sur des podiums avec un éclairage savamment dosé. En quelque sorte, ils sont un petit peu en majesté et ils sont présentés sans embâge, sans difficulté aux yeux du public. Et on propose donc aux visiteurs de venir découvrir à la rencontre de ces animaux qui s'offrent à eux, en quelque sorte. Et puis, donc, accompagnent ces animaux naturalisés spectaculaires, différents dispositifs, des grands films, enfin des films grand format par exemple, qui permettent de s'immerger dans la vie de ces animaux pour aller rencontrer plus précisément, plus concrètement leur vie quotidienne. Et différents autres dispositifs où on peut, par ailleurs, par exemple, utiliser un système d'éclairage pour aller à la rencontre des ours peints sur les parois des grottes. Tout ça au sens figuré, bien sûr, hein, mais c'est dans l'idée de rencontre avec l'animal. Rencontre multidimensionnelle. Si vous avez visité l'exposition ou quand vous irez la visiter, vous pourrez remarquer, enfin c'est ce qui m'a frappé en tout cas moi quand j'ai préparé avec toute l'équipe ce sujet sur l'ours, la multidimensionnalité des approches et des sujets, des points de vue, des représentations qu'on peut avoir sur cet animal. Et c'est vraiment, pour répondre à votre question, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. L'aspect animal donc dans sa vie, dans sa diversité, puisqu'il existe 8 espèces d'ursidés en fait. Et puis l'aspect imaginaire à travers tous les mythes, les rites qui se sont élaborés au cours de l'histoire. Là, je le vois dans le rétroviseur, si je peux dire, une peinture de George Catlin, qui est un peintre américain du 19e siècle, qui a peint
ce tableau, cette aquarelle dans les années 1840. Et on voit la danse de l'ours. Il mentionne d'ailleurs dans son petit commentaire que je vais vous citer rapidement. Donc ça se passe chez les Sioux dans la vallée du Missouri. Et Kathleen indique qu'ils aiment la chasse à l'ours, de même que participer à la danse de l'ours qui dure plusieurs jours d'affilée et précède le départ à la chasse. Ils se rejoignent dans un chant à l'esprit de l'ours qu'ils doivent se concilier pour avoir une chance de succès. Pour cette scène grotesque et amusante, je cite, donc ça indique bien aussi, ça donne bien aussi des informations sur l'imaginaire de l'artiste. Bon, à cette époque, ça date d'un siècle et plus. Donc pour cette scène grotesque et amusante, un des hommes médecine se recouvre tout le corps d'une peau d'ours et se met sur la tête une plume d'aigle. Il mène la danse, regardant à travers la peau qui forme un masque, lui cachant le visage. On trouve aussi des attitudes très réalistes des danseurs qui miment donc la posture de l'animal dressé, comme s'il rencontrait un humain finalement. Et pour poursuivre rapidement dans cette idée-là, on a aussi dans l'exposition une image de l'ours des cavernes qui est représentée facilement comme un animal redoutable, mais en fait on apprend que ce n'était pas le cas autant que ça. Et puis on finit avec le débat un petit peu incontournable sur l'ours des Pyrénées, là aussi on en reparlera, mais qui est très... où l'imaginaire de l'homme contemporain français, en l'occurrence, affleure très, très facilement quand on aborde ce sujet. Oui, en fait, ce qui est assez frappant quand on visite l'exposition, c'est que pratiquement plus d'espace est consacré en fait aux représentations et à l'histoire des représentations qu'aux aspects de biologie de l'ours. Alors, est-ce que c'est quelque chose de singulier en fait avec cet animal qui suscite en fait dans toutes les cultures, et là on va le voir parce que en fait aussi dans la culture européenne, des rites autour de l'ours en fait ont existé depuis l'Antiquité, et là c'est une fête, en fait la fête de l'ours. Peut-être vous pouvez nous dire quelques mots, mais qui est encore une fête célébrée à l'heure actuelle dans les Pyrénées. Ouais. Alors effectivement, cet aspect imaginaire lié à l'ours est vraiment frappant, c'est d'une richesse étonnante. On attribue ce fait en particulier au fait que l'ours peut se dresser, et donc quand il a cette posture dressée, il ressemble, si je peux dire furieusement, à un humain qui serait vêtu d'une fourrure, et donc l'animal représente finalement l'humain, mais dans un aspect sauvage, redoutable éventuellement, et aussi, paradoxalement et parallèlement, avec un aspect de proximité. C'est comme ça que dans beaucoup de cultures traditionnelles, on va dire chamaniques en particulier, il y a les ours et les hommes font en quelque sorte partie du même monde, puisque dans ces cultures de type chamanique, tous les êtres vivants, finalement, ont un esprit et coexistent dans le même monde. Donc les chamans étant chargés de faire le lien entre les humains et toutes ces autres entités vivantes. Il y a un certain nombre de rites donc, autour de ces croyances, des rites de sacrifice en quelque sorte, qui nous paraissent assez barbares quelque part à nous, occidentaux, et très paradoxaux, puisqu'il s'agit d'offrir en sacrifice un animal pour lequel on a beaucoup de respect et de vénération. Donc ça, c'est pour les cultures traditionnelles, si l'on peut dire, et puis la période antique jusqu'au début du Moyen-Âge. Ensuite, en Occident en tout cas, la situation se dégrade sérieusement. C'est ce que nous raconte Michel Pastoureau, en particulier dans son livre « L'ours, histoire d'un roi déchu », où il raconte de façon très éloquente l'essor de la chrétienté,
du christianisme qui a tenté d'éradiquer donc cet animal à l'origine de cultes païens dans le monde germain et slave en particulier. L'ours a été discrédité, diabolisé. Les très nombreuses fêtes de l'ours ont été converties en fêtes chrétiennes. C'est le cas de la Chandeleur en particulier, par exemple. Et donc l'ours est devenu ours de montreur d'ours. Donc il était chargé on lui demandait de singer finalement, si l'on peut dire, les attitudes humaines de façon assez ridicule. Et pour en revenir aux fêtes de l'ours, qui sont liées un petit peu à la thématique précédente, il existe notamment dans les Pyrénées, mais un peu partout ailleurs en Europe et en Amérique du Sud notamment, donc des fêtes de l'ours qui ont, pour les fêtes pyrénéennes en particulier, le même canevas de façon très étonnante et remarquable. C'est une fête donc, qui se passe à la sortie de l'hiver, au moment à la fois du carnaval, du renouveau des activités humaines, et puis au moment où l'ours sort de sa tanière après l'hivernation. Donc l'ours déboule dans le village, donc il représente la force furieuse, un peu sauvage. Il recherche des jeunes filles parce qu'il est dans cette entreprise de discréditation. Donc il a été attribué de tout un tas de vertus telles qu'une virilité, si je peux dire, exacerbée. Et donc il sème le bazar, le désordre, et à la fin de la journée, donc les barbiers, les chasseurs ou équivalents partent à sa poursuite, le neutralisent, l'emmènent en place publique, où il est donc exhibé et traditionnellement rasé à la hache. Donc évidemment, c'est symbolique. L'humain qui est sous le costume de l'ours ne se retrouve pas complètement écorché, mais c'est une façon d'exprimer voilà, le fait que l'homme caché en l'ours retrouve sa nature humaine. Donc les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Et la nouvelle année, finalement, démarrer sous de bons auspices après cette période, enfin cette journée d'exubérance débridée. On peut résumer la chose à peu près comme ça. Alors en fait, l'exposition propose toute une histoire en fait des relations entre les hommes et les ours, et ça commence en fait à la préhistoire. Bon, alors là, vous voyez d'autres images. Donc, à la fête de l'ours, donc de Prat de Mollio dans les Pyrénées. Donc c'est ce que vous décrivez, Didier, à l'instant, avec ces ours vêtus qui s'habillent en fait en ours et qui se déguisent en ours avant d'être lâchés dans le village. Et voilà, ils coursent les jeunes femmes. Tout cela est bien sûr ritualisé, mais d'après quelques témoins qui ont eu l'occasion de nous en parler à l'occasion de conférences dans cette salle, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant et presque violent. Enfin, il y a énormément ça reste festif, mais il y a quand même énormément de conviction et de violence contenue dans ces fêtes, notamment à Prats de Mollio, les images qu'on vient de voir. Alors peut-être pour montrer un peu l'histoire de cette cohabitation que vous avez décrite, vous avez brossé un portrait rapide en reprenant les travaux de Michel Pastoureau. On voit donc cette période préhistorique avec toute une partie de l'exposition qui est consacrée à l'art pariétal. Ensuite, la période moyenâgeuse en fait, où l'ours est érigé comme un symbole de puissance. Et c'est l'adversaire, en fait, symboliquement, contre lequel il faut aller prouver sa bravoure. Et puis ensuite, en fait, on a un renversement progressif, comme vous disiez, de la figure de l'ours dans l'imaginaire, qui devient, en fait, un animal de cirque, un animal de foire. Voilà, complètement déconsidéré, oui, et désacralisé, au profit du lion, notamment. Voilà. C'est le lion qui, dans la tentative de métamorphose,
a pris la place de l'ours, a été mis sur a été consacré roi des animaux à la place de l'ours, en effet. Et enfin, au début du XXe, on voit émerger donc la figure du teddy bear, qui est donc cet ourson en peluche, qui marque vraiment une rupture en fait dans les représentations de l'animal, qui n'a plus tous les traits de l'animal sauvage en fait, mais plutôt les traits de l'ami, du compagnon et de l'ourson qu'on met dans le lit des enfants. Et alors là, je me tourne vers vous, Baptiste, parce que c'est dans votre article dans la revue Billboard, en fait, vous partez de ce paradoxe en fait des représentations de l'ours, d'un côté érigé comme une figure de l'ennemi, et de l'autre, au contraire, comme la figure de l'animal ami dont on voudrait se faire le compagnon. Et en fait, vous dites que ces deux représentations qui structurent, on pourrait dire que c'est des polarités extrêmes en fait, mais qui structurent l'imaginaire. Et encore aujourd'hui, puisqu'on voit qu'elles sont structurantes dans le parcours d'exposition, vous dites qu'en fait, elles reposent sur des visions idéalisées, en fait, ou en tout cas celle du teddy bear, des visions fantasmées du sauvage. Et ce que vous essayez de dessiner dans l'article, en fait, c'est une autre voie qui s'incarne, en fait, qui émerge dans l'article à travers la rencontre. Oui, c'est vrai que c'est assez éloquent, il me semble, là, ce bref passage dans lequel vous mettez en scène cette histoire de nos relations avec l'ours, qui ont peut-être 200 000 ans, 40 000 ans en Europe, si on se réfère à l'arrivée d'Homo sapiens par ici. Et on voit quand même des phases extrêmement divergentes, voire antinomiques. Et typiquement, c'est l'écart entre l'image précédente et celle-ci, qui me semble très éloquente quant à la capacité qu'on a eue, je dirais, à recouvrir l'animal de symboles, de couches successives de symboles, au point qu'il est aujourd'hui très difficile d'accéder à ce que c'est qu'un animal sauvage. D'accéder à la forme de vie particulière, à la manière d'exister, qui est celle d'un animal sauvage, parce que entre lui et nous, il y a des milliers d'années de symboles qui se sont accumulés, et des symboles aussi contradictoires que celui qui consiste à l'ériger en rival absolu de la virilité, c'est-à-dire en bête féroce qu'il faut détruire pour civiliser la Terre, ou le teddy bear, c'est-à-dire l'ami intime des tout-petits. Et moi, j'aimerais bien, ce qui me fascine là-dedans, c'est d'essayer de revenir sur cette histoire, et de revenir sur cette accumulation de couches, et d'essayer de comprendre dans quelle mesure, comment ça s'est structuré, et les ressorts, en fait, de ces malentendus dont nous sommes les héritiers. Et alors, le premier moment qui m'intéresse de ce point de vue-là, c'est celui qui est présenté de manière très prudente dans l'exposition. C'est la question du rapport à l'ours, je dirais à la préhistoire, et notamment cette question du culte de l'ours, la question d'un culte paléolithique de l'ours. Ça a été très à la mode en préhistoire et en archéologie au siècle dernier de se référer à toute une série de données archéologiques pour évoquer que le premier dieu, quelque chose comme la première religion, était quelque chose comme un culte de l'ours. Bon, aujourd'hui on est beaucoup plus prudent et à raison, parce qu'en fait la seule chose qu'on peut dire avec certitude à l'égard de la paléontologie, c'est qu'il n'y a pas de certitude en paléontologie, en tout cas pas interprétative. Et conséquemment, on voit bien la part de fiction dans cette montée de l'idée de culte de l'ours. Mais indépendamment du fait qu'il y a une part de fiction dans cette idée que le premier dieu des humains était un ours, il y a très clairement des invariants intrigants dans l'ethnographie. Et notamment quant à l'abondance des relations que les peuples chasseurs-cueilleurs subactuels, donc du passé et puis même actuel, entretenaient avec l'ours en particulier. Et le fait que c'était un animal qui jouait un rôle très important. Il y a un philosophe qui a énormément travaillé sur l'ours. Je pense que vous ne le connaissez pas. Déjà, il est mort. Mais pour un philosophe, c'est plutôt bon signe. Ça donne de la valeur à son œuvre. C'est comme pour les peintres.
Il s'appelle Paul Shepard, et il est américain, il est mort en 1995. C'est un très grand philosophe, et comme souvent, c'est un philosophe illisible, enfin difficile à lire, compliqué. Néanmoins, je vous enjoins vraiment d'aller regarder ces livres. Il y en a 2 qui ont été traduits en français, dont un qui s'appelle « Nous n'avons qu'une seule terre », Nous n'avons qu'une seule terre, qui est un livre très important. Et Paul Shepard, donc, qui meurt en 1995, c'est un philosophe qui va se spécialiser dans la grande énigme du rôle qu'ont joué les relations que nous avons entretenues avec les animaux sur ce que nous sommes devenus. Et sa grande idée, c'est que ce sont les relations que nous avons entretenues pendant des milliers d'années avec les animaux sauvages qui sont à l'origine de l'humanité telle qu'on la connaît, que nous avons appris énormément dans les interactions que nous avons entretenues avec les animaux sauvages. Et l'un des animaux les plus importants pour Shepard, c'est l'ours. Shepard est un philosophe qui a quand même réussi à écrire 2 livres sur l'ours, dont l'un, le premier, qui s'appelle The Sacred Paw, qu'on peut traduire par la patte sacrée, dans lequel il essaie de comprendre le rôle de cet animal, aussi bien dans notre passé que dans les mythes et les cultures. Et il relève un phénomène qui est assez intéressant sur cette fameuse cohabitation qui a eu lieu pendant quelques millénaires. C'est le phénomène éthologique suivant lequel, si vous y réfléchissez une seconde, il vous apparaîtra que l'ours est l'un des rares animaux qui, dans ses modes de vie chasseurs-cueilleurs, était en même temps susceptible de nous manger. Ça arrivait rarement, mais ça arrivait. Et que, parallèlement, nous mangions. Ça arrivait rarement, mais ça arrivait. La chasse à l'ours existait, elle était très ritualisée, mais la consommation de viande d'ours en découlait directement, et parallèlement, nous pouvions nous-mêmes être mangés par l'ours. Si vous regardez bien, il y a assez peu d'animaux avec lesquels on a une relation aussi ambivalente. Et une idée de Shepard qui est, à mes yeux, très importante, c'est que ce fameux ours avec qui on a cohabité pendant des millénaires, il jouait un rôle très important dans la psyché humaine, et c'est celui de nous rappeler notre statut de membre à part entière des écosystèmes, pour le dire en termes anachroniques, de membre à part entière de la communauté des vivants, c'est-à-dire que lui comme nous étions des êtres vivants nourris de l'énergie solaire. Vous savez que nous nourrissons essentiellement de soleil, alors certes de soleil qui est traduit en biomasse par les végétaux, ça s'appelle la photosynthèse, et puis cette biomasse des végétaux est traduite en chair et en viande par les herbivores, mais dans les faits c'est de l'énergie solaire, cette énergie solaire circule dans les dynamiques écologiques, et nous nous en nourrissons fondamentalement, nous sommes membres de cette communauté des vivants, nous en avons un besoin absolu, et la thèse de Shepard, c'est que c'est quelque chose que nous avons essayé d'oublier. La grande idée occidentale sur laquelle nous serions sortis de la nature, nous serions devenus des êtres au-dessus de la nature, c'est une thèse qui a besoin pour ça d'oublier que nous sommes nous aussi, pour le dire en termes crus, de la viande. Et l'ours a cet étrange pouvoir de nous rappeler cette réversibilité suivant laquelle nous pouvons manger les autres, mais nous sommes aussi mangeables par les autres. C'est-à-dire que nous sommes, nous aussi, de l'énergie, de la biomasse qui circule et qui est vouée, d'un point de vue écologique, à circuler dans le monde vivant. Donc pour moi, voilà, de cette première phase et de cette longue cohabitation qui a eu lieu entre les humains et les ours, on peut essayer de retenir un premier enseignement de l'ours, qui est celui que Shepard essaie de révéler. C'est cette idée que l'ours, comme miroir de l'humain, qui peut en même temps le manger et être mangé par lui, nous rappelle notre appartenance à cette communauté des vivants. Et ce qui est fascinant, si tu peux juste passer à la diapo suivante, eh ben, c'est précisément l'écart avec les représentations de l'animal qui émergent avec l'histoire, et en particulier l'histoire judéo-chrétienne. Là, on est face à une gravure de 1580 et qui met en scène une toute autre relation à l'animal, dans laquelle l'effet de miroir a changé. C'est toujours le miroir le problème. C'est un des grands drames, et peut-être la plus grande violence qu'on fait subir aux animaux, c'est qu'on passe notre temps à les utiliser comme des miroirs de nous-mêmes. On s'intéresse assez peu à qui ils sont, et donc merci à une exposition comme celle du Muséum qui essaie quand même de faire justice
à leur spécificité, à leur mode de vie. Mais dans la culture, on a assez vite kidnappé l'ours pour en faire un miroir de nous-mêmes. Alors comme je le disais avec Shepard, au début, on peut imaginer que l'ours est un miroir de nous-mêmes en tant qu'il nous rappelle que nous appartenons nous aussi à la communauté des vivants. Et alors, à la période médiévale, il se passe autre chose. Vous voyez bien, l'effet de miroir est très bien rendu par les choix graphiques de l'artiste. Mais ce n'est pas du tout un miroir d'appartenance commune, là. C'est un miroir de toute autre chose. C'est un miroir de la bravoure virile. L'ours devient essentiellement celui à quel le mâle, donc l'humain considéré essentiellement dans sa moitié la plus brutale, doit mettre sa valeur à l'épreuve de la sauvagerie pour la vaincre et civiliser la Terre. Voilà, je trouve qu'on a un premier passage qui est assez intriguant et qui révèle beaucoup de choses sur cette histoire. Et de ce point de vue-là, tu évoquais, Didier, la place du lion, et notamment dans ce qu'en dit Pastoureau. Est-ce que tu pourrais en redire un mot ? C'est simplement que le lion était un animal exotique, donc pas connu de l'Europe, donc il était vierge en quelque sorte. Il avait pas, il ne véhiculait pas toutes ces représentations qui étaient véhiculées par l'ours, tout simplement. En plus, c'est un animal assez impressionnant avec sa grande crinière, donc qui lui donne un avant-train imposant, une espèce de collerette comme ça. Donc il avait vraiment tous les attributs souhaités pour représenter le roi des animaux et donc prendre la place de l'ours. Il y a une autre chose ici intéressante, toujours si on fait toujours référence à Michel Pastoureau, c'est l'ours donc était un animal gibier réputé, même s'il n'était pas énormément chassé, il représentait un certain prestige, ainsi que le sanglier. Et en fait, le sanglier et l'ours ont été détrônés parallèlement comme animaux gibiers au bénéfice du cerf, qui était au Haut Moyen-Âge un animal peu apprécié parce qu'il est craintif. Hein, il est fait pour courir et pour se sauver, c'est sa seule planche de salut. Et donc il est devenu un animal noble, à l'allure altière et très beau et digne d'admiration avec sa grande ramure. Donc c'est vraiment une métamorphose qui s'est opérée là aussi dans les imaginaires, en quelque sorte manipulés par une partie de la société, on va dire. Oui, alors moi ça m'intrigue vraiment cette histoire. C'est quelque chose auquel je réfléchis parce que le cœur de mon travail ne porte pas exactement sur l'ours. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'ours. J'ai travaillé plutôt sur les loups. Et là, dans ce moment qu'on essaie d'isoler, qu'on localise, je dirais quand même assez vaguement à la période médiévale puis moderne, dans lequel on essaie de voir comment cet animal change de statut, il se passe quelque chose d'assez fascinant qui est exactement parallèle à ce qui va arriver au loup. C'est la diabolisation de l'animal. Le fait que aussi bien l'ours que le loup vont être assimilés à des figures diaboliques. Ils vont être assimilés aux péchés capitaux, par exemple la férocité, la colère, la gloutonnerie et la luxure, comme tu l'évoquais tout à l'heure, c'est ce qui reste dans cette fameuse libido déchaînée du loup, des fêtes de l'ours, des fêtes de l'ours. Et ça, c'est un phénomène qui est assez intriguant parce qu'on se retrouve dans une situation dans laquelle on ignore, je dirais, qui des mentalités ou des relations effectives est la cause de l'autre. Pour le dire assez simplement, parallèlement à ce changement dans les représentations de l'ours, les relations avec l'ours changent. Et il en est même des relations avec le loup. Le loup commence à être éradiqué systématiquement et l'ours est détruit de manière beaucoup plus systématique. La question c'est, est-ce que c'est parce qu'il a fallu le détruire qu'on l'a diabolisé, ou est-ce que c'est parce qu'on l'a diabolisé qu'il a fallu le détruire? Dans les faits, il y a une solidarité entre les deux phénomènes, mais en fait la question qui reste à mes yeux très importante, c'est finalement qu'est-ce qu'on ne dit pas
dans cette histoire-là. Et il me semble que ce qu'on dit trop peu, c'est que ce qui s'est joué ici, c'est un problème d'histoire environnementale, c'est un problème d'écologie politique, au sens assez précis de cohabitation sur un territoire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'usage des terres par les humains dans les sociétés européennes, pour des raisons assez simples d'extension de l'appropriation des forêts par la déforestation, la création de pâturages, l'agriculture et bien évidemment le pastoralisme, est entré en conflit direct et en conflit intense avec les anciens occupants de ces territoires, avec lesquels jusque-là on pouvait entretenir des relations relativement pacifiques, relativement bien sûr. Et l'avancée de ce front de colonisation humain, en fait, nous a fait entrer en conflit avec ces animaux, et ça a produit cet effet qui n'est pas anodin, qui est celui de la concurrence pour les ressources, de la compétition pour les ressources. Il faut se souvenir que l'ours et le loup, l'ours moins, mais le loup c'est très clair, sont les seuls à occuper avec nous le sommet de la pyramide trophique, c'est-à-dire ont ce fameux statut de super-prédateur. Et conséquemment, on partage avec eux les mêmes ressources et les mêmes proies. Et il y a un conflit autour de ces proies dès lors que ces proies sont constituées par le bétail, en particulier les brebis, les moutons. Vous connaissez ce problème aujourd'hui, c'est toute la question, tout le drame de comment est-ce qu'on peut faire cohabiter le pastoralisme avec les grands prédateurs, que ce soit l'ours ou le loup. Et en fait, c'est au tournant de l'ère médiévale et avec la montée de l'époque moderne que l'augmentation du front de colonisation humain sur les territoires forestiers nous a mis aux prises avec les occupants de ces territoires et nous a amenés dans une situation dans laquelle on a transformé notre conception de la nature. Et ça, c'est un point qui est vraiment décisif parce que cette image et l'idée de l'ours diabolique, figure du diable, est un héritage de cette transformation. Cette transformation, elle est relativement simple parce qu'on la voit formulée dans tous les textes philosophiques, scolastiques, théologiques de l'époque, et c'est l'idée suivant laquelle la nature sauvage est sortie inaboutie des mains du Créateur, et elle exige l'action humaine pour être enfin accomplie. Pour accomplir sa destinée de devenir une nature au service des humains. Ça crée quelque chose de très intriguant. C'est l'idée suivant laquelle la nature sauvage est toujours déficiente, elle est toujours en friche, elle est toujours mal utilisée, et il faut que les humains lui appliquent leur action civilisatrice pour passer la charrue dans les champs, déforester les forêts profondes, et utiliser ces terres à notre avantage pour enfin accomplir leur destinée de civilisateurs de la Terre. Or, dès lors que vous inventez cette idée très étrange suivant laquelle la nature elle-même est imparfaite, la nature est inaccomplie dans sa forme sauvage, et que vous en tirez la déduction que les humains doivent l'exploiter pour enfin qu'elle s'accomplisse, eh bien vous vous retrouvez face à des individus qui jusque-là étaient plutôt des cohabitants avec qui vous pouviez cohabiter, les ours et les loups, qui deviennent des rivaux absolus. Parce que les ours et les loups s'opposent à l'exploitation ou l'appropriation des terres. Ils s'opposent à l'idée suivant laquelle toute terre non utilisée par l'agriculture ou le pastoralisme est une terre désertée, une terre inutile. Et ils s'y opposent assez simplement parce qu'ils sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord au sens écologique. La plupart du temps, ils lèvent peu la main pour s'exprimer. Mais ils ne sont pas d'accord au sens assez précis où ils vont nuire à ces activités humaines qui s'emparent de ces terres, de ces espaces et de ces animaux des animaux domestiques. Et de là vient ce fameux mot dont on est les héritiers, de nuisible, pour qualifier ces animaux, et mot qui court jusqu'à aujourd'hui et qui est encore très, très spontanément utilisé. Et donc voilà, il me semble que là, on a ce premier passage assez intriguant, dans lequel de l'ours comme miroir qui nous renvoyait à notre commune appartenance, à la communauté des vivants, on a l'ours qui est un nuisible, qui nuit à notre devoir de civiliser la nature pour accomplir notre destinée divine. On est dans un cadre judéo-chrétien très clair.
et bien évidemment comme miroir de la virilité masculine dans laquelle on va essayer de prouver son courage. Peut-être, du coup, ce que tu disais, Baptiste, ça nous ramène en fait à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, à devoir penser en fait des modes de cohabitation, enfin repenser en tout cas des modes de cohabitation avec ces animaux qui aujourd'hui ont un statut justement qui n'est pas du tout celui de nuisible, mais au contraire d'espèces protégées. Et pourtant, on est quand même encore les héritiers de tout cet imaginaire, d'avoir une conception du sauvage qui est soit justement l'incarnation d'une puissance et d'une force destructrice avec laquelle on ne peut pas cohabiter, ou à l'inverse, si on en revient à cette image du teddy-bear, en fait, une vision idéalisée qui est celle d'une cohabitation fantasmée et qui en fait prend les traits d'une sensibilité écologique en fait qui ne tient pas réellement compte en fait de ce que sont ces grands animaux qui sont des cohabitants pas tellement simples en fait à vivre. Pas simple à vivre. Oui, c'est vrai qu'avant d'arriver à la question de la cohabitation contemporaine, comment est-ce qu'aujourd'hui on vit avec les ours? Est-ce qu'on peut vivre avec les ours? Pourquoi faudrait-il vivre avec les ours? Il faut malheureusement rajouter une couche de malentendu. C'est ça. Et donc elle est là, cette couche de malentendu, elle est vraiment saisissante parce que cette galerie, cette vitrine, elle est très riche, elle est très dense en fait. Il y a plein de choses à interpréter. Moi, je voudrais vous en proposer une interprétation qui est assez libre. Didier, j'espère que je parle sous ton contrôle, j'espère que tu me la permettras. Juste avant, Didier, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir mis justement disons qu'il c'est un peu chercher l'intrus là dans cette vitrine. Alors je pense que tout le monde l'a repéré. Alors pourquoi avoir choisi de le placer là en fait? Alors, globalement, ça montre un visage un peu plus rieur de l'image de l'ours après les images assez violentes qu'on vient de voir. Et effectivement, dans ce joli panel, là, vous voyez au centre de l'image un ours qui a une allure un petit peu différente des autres. En fait, c'est le premier ours jouet d'avant les nounours. Et cet animal, enfin ce jouet plutôt, où cet ours porte un collier, une muselière, un bâton. Et en fait, ça représente l'image de l'ours que les gens avaient à l'époque. Ce sont les ours qu'ils connaissaient, les ours démontreurs d'ours. Ce qui explique donc qu'il ait ces attributs d'animal captif. Et ensuite, très rapidement, donc on le voit avec l'ours qui est à gauche en bas, brun. Donc ça, c'est un représentant des premiers teddy-bears. En l'occurrence, celui-ci est allemand, parce que je ne vais pas tout vous raconter, mais l'ours en peluche est né en même temps aux États-Unis et en Allemagne. Et donc vous voyez qu'il a des traits beaucoup plus doux, une bouille ronde, des oreilles rondes également, une allure beaucoup plus enfantine, et apte justement à capter la sympathie des enfants et aussi des adultes, des parents qui vont acheter ces ours pour leurs enfants. Oui. En fait, il y a quelque chose que tu dis là qui, moi, me parle beaucoup parce qu'en philosophie, on s'en rend compte quand on essaie de comprendre la manière dont les sociétés ou les époques se représentent l'animal. C'est rapporter le fameux ours martin, le numéro 1, au centre, donc qui a cette muselière et cette chaîne, à l'idée, donc c'est 1903, je crois, oui. À l'idée que c'est comme ça que les gens de l'époque se représentaient l'ours, parce que c'est l'ours auquel ils avaient accès. Dans les faits, il se passe quelque chose de très intriguant en philosophie, c'est qu'on se rend compte que les conceptions qu'on a de l'animal reposent assez constamment sur ce qu'on appelle un problème d'échantillonnage. Un problème d'échantillonnage, c'est assez simplement l'idée suivant laquelle vous allez généraliser à toute une catégorie ce que vous savez de l'individu que vous connaissez le mieux, ou du type d'individu que vous rencontrez quotidiennement. Et de là, vous produisez une généralisation qui est la plupart du temps erronée. Ça permet de comprendre des choses
sous ses allures simples, cette idée, elle permet de comprendre des choses assez intrigantes sur comment on se représente l'ours dans l'axe du teddy bear. C'est que pour un chasseur-cueilleur d'il y a 30 000 ans, l'échantillon le plus familier, c'est l'ours sauvage avec lequel on essaie de cohabiter. C'est souvent un ours des cavernes, il est plutôt végétarien, on n'a pas de raison de le tuer, il n'a pas de raison de nous tuer. On essaie de cohabiter de manière pacifique. Par contre, et conséquemment, vous allez généraliser cet animal que vous rencontrez pour comprendre ce que c'est que les animaux en général. À l'époque médiévale, l'ours que vous rencontrez le plus souvent, c'est l'ours qui vient attaquer les troupeaux, c'est l'ours qui vient attaquer les brebis. Et conséquemment, vous pouvez élargir le statut d'animal sauvage au statut d'animal sauvage, ce nuisible-là. Maintenant, si on se demande au XXe siècle ce qui s'est passé dans notre rapport aux animaux d'un point de vue sociologique, la réponse elle est très claire. C'est que nous avons quitté, alors déjà nous avions quitté la forêt depuis assez longtemps, et puis nous avons quitté nos fermes, et nous sommes arrivés en ville, et en ville nous avons inventé un autre rapport à l'animal très intrigant, qui est ce rapport à l'animal domestique. Mais l'animal domestique, je ne parle pas du tout de l'animal de ferme, je parle de l'animal compagnie. Ouais, de compagnie, alors exactement, même s'il y a des nuances là-dedans. Mais dans l'animal de compagnie, vous reconnaissez essentiellement ces anciens prédateurs que sont le chat et le chien, qui se sont si profondément intégrés à nos modes de vie, et avec lesquels on entretient des relations si particulières. L'animal domestique, l'animal de compagnie devient l'échantillon privilégié par lequel on se rapporte à l'animal. La spécificité de l'animal de compagnie, c'est que c'est devenu un membre de la famille à part entière. On a essentiellement avec lui des relations amicales ou filiales. Il joue un rôle dans la famille auprès des enfants, c'est un soutien des enfants, c'est un ami des enfants. Il est sélectionné et conservé parce qu'il n'est absolument pas dangereux. Et conséquemment, l'échantillon est généralisé et devient la norme. Et on va pouvoir, du fait de notre méconnaissance des animaux sauvages, projeter sur eux les traits qui appartiennent à notre animal domestique. Et en grande partie, la possibilité de penser l'ours comme cet animal ami, absolument pas dangereux, spontanément attendrissant, pâteau, elle provient de cette nouvelle inversion et de ce nouveau miroir. Donc, c'est plus l'ours comme miroir de nous, membres de la communauté des vivants, c'est plus l'ours comme miroir de la virilité des hommes qui vont civiliser la terre en détruisant le sauvage, c'est l'ours comme miroir de nos animaux domestiques, de nos animaux de compagnie, et qui incarne cette fois-ci une figure particulièrement rassurante. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est particulièrement intéressant qu'il existe ce fameux premier, alors qui n'est pas un teddy bear, ours martin, le numéro 1, qui est une peluche, hein, c'est l'équivalent d'une peluche, mais qui a une muselière. Parce que pour le coup, il me semble que c'est une peluche extrêmement pertinente. C'est une peluche beaucoup plus pertinente que le teddy bear. Parce que c'est une peluche qui vous rappelle qu'en effet, vous pouvez entretenir des liens affectifs avec la représentation symbolique de cet animal, mais cet animal n'est pas spontanément un ami, un petit enfant ou quelque chose de intrinsèquement inoffensif. Si vous voulez effectivement le traiter comme tel, il vous faut une muselière, et il vous faut un bâton, et il vous faut une chaîne. Donc n'oubliez pas, donc, pour le dire autrement, si jamais vous voulez offrir un teddy bear à vos enfants, et qu'en même temps ce soit un cadeau pertinent philosophiquement, il faudrait en trouver un dans lequel il y a une muselière et une chaîne, pour qu'ils se souviennent qu'on peut aimer ces animaux-là, mais qu'il ne faut pas se leurrer sur qui ils sont et qui ils sont dans nos rapports à eux. Il faudrait relancer une mode de nounours. Alors justement, à partir de ce constat, en fait, de qu'est-ce qui s'impose, enfin quel nouveau miroir en fait s'est imposé dans notre rapport à l'ours, on en vient à la troisième partie, la dernière partie de l'exposition en fait qui traite des ah non c'est pas ça. Ah oui, mais on avait oublié celle-là. Mais ça, c'est un malentendu de plus. Enfin, c'est pas un malentendu de plus, mais une représentation de plus. Donc ça, c'est juste quelques mots, parce que j'adore cette œuvre. C'est une œuvre donc, d'art contemporain d'un plasticien qui s'appelle Marc Dion. Ouais, ouais. Et oui, toi, tu le prononces à l'américaine, mais moi non, Marc Dion. C'est une œuvre, je ne sais pas de quelle année. 1990. 1990. Donc, vous voyez là, c'est une brouette, en effet.
C'est une brouette qui en bois, et elle représente, je vous le donne en mille, l'Arche de Noé, absolument, dans laquelle donc sont entassées les peluches, et l'œuvre a un titre extraordinairement profond philosophiquement, elle s'appelle « Survival of the Cutest ». Oui, le sous-titre, c'est Who Gets on the Ark? Qui trouvera sa place dans l'arche, et Survival of the Cutest, la survie des plus mignons. Alors pour Dion, ça illustre quelque chose d'assez profond, c'est cette dernière anamorphose, c'est-à-dire déformation. L'anamorphose, c'est l'effet que produit un miroir déformant. Donc l'image déformée qui est celle la dernière dont on hérite, c'est bien évidemment la situation de crise de la biodiversité dans laquelle nous nous trouvons, par l'augmentation de l'exploitation et de l'appropriation des terres, la destruction des grands animaux emblématiques avec lesquels nous cohabitions. Et parmi ces grands animaux emblématiques, certains qui sont protégés massivement par des groupes de protection de la nature, des groupes écologistes, et ce qui émerge après une trentaine d'années de protection et de conservation de la nature, c'est l'asymétrie entre les animaux qui sont protégés et ceux qui ne sont pas protégés. Et lesquels sont protégés, eh bien, vous sentez la réponse de Mark Dion ici, ce sont les plus mignons qui sont protégés, au détriment du rat taupe, je ne sais pas si vous connaissez le rat taupe, ou au détriment de toutes ces espèces beaucoup plus discrètes, beaucoup plus inélégantes, beaucoup plus répugnantes, qui, elles, d'après Mark Dion, et puis toute une critique contemporaine en biologie de la conservation, de l'idée d'animal emblématique, tous ces animaux qui passent à la trappe, précisément parce qu'ils n'arrivent pas à capturer l'empathie humaine. Et l'idée de Dion, c'est que l'évolution continue, l'évolution darwinienne continue. Vous savez que dans l'évolution qui a lieu depuis 4 milliards d'années, certains survivent au détriment des autres. Dans la version darwinienne de l'évolution, ce sont les plus adaptés qui survivent, donc les plus adaptés à certaines conditions de vie spécifiques. L'idée de Dion, c'est qu'en situation de crise de la biodiversité, ce ne sont plus les plus adaptés qui survivent, ce sont les plus mignons qui survivent. Et être mignon, c'est une manière d'être adapté à habiter la Terre avec des humains. Donc la dernière adaptation, la dernière trouvaille de l'évolution pour s'en sortir dès lors que les humains ont pris le contrôle de la Terre, c'est d'être extrêmement mignon, parce que si vous êtes un animal, ça maximise vos chances de vous en sortir. Vous prenez la mesure en fait, de ce qu'il y a d'effrayant dans la situation contemporaine et qui est rendu au second degré par cette fameuse arche de Mark Dion. Alors, j'allais dire, dans ces conditions, les ours et les loups ont du souci à se faire, mais néanmoins, on voit 2 ours dans l'Arche de Noé, ici. Donc, c'est un petit peu paradoxal aussi, où ça met l'accent sur la vision vraiment idéalisée et lointaine qu'on peut avoir de ces animaux. Parce que tout à gauche, si je ne me trompe pas, c'est un ours blanc, évidemment, ouais. Qui est peut-être l'animal le plus... enfin, l'ours le plus dangereux, et avec lequel il y a régulièrement des accidents mortels tous les ans, par exemple. Alors justement, on va donc poursuivre sur la dernière partie de l'exposition qui... Ah non, ça c'est... Bon, on passe. Voilà. Donc qui s'interroge sur l'avenir des ours dans les Pyrénées et qui présente qui rapporte en fait des propos de spécialistes, enfin de scientifiques du muséum d'ailleurs, et d'autres, mais aussi de gens qui en fait sont sur le terrain. Voilà, sur le terrain, et qui en fait cohabitent avec l'ours, bon gré, mal gré, et donc 2 bergers, l'un qui se définit comme étant pro-ours. Une éleveuse, un berger, je crois. Ah oui, une éleveuse, un berger, ouais. Et un berger qui, en fait, lui, voit la présence de l'ours, je dirais pas d'un bon œil, mais en tout cas s'en accommode, et dit, notamment dans son témoignage, que en fait, la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, donc en 1992, non, ça c'est le loup, je confonds. 96, les premiers. 1996, voilà. En fait, 96, 2006, 2016. Voilà, c'est ça. Le dernier date c'est les 20 ans, là, en 2016. En fait, il y a eu 3 lâchés en 96, 96-97, 2006 et 2016. Donc l'année dernière, il y a un ours
mâle, en l'occurrence, qui a été relâché du côté espagnol, puisque du côté français, ça fait quelques années qu'il ne se passe pas grand-chose du point de vue des prises de décision dans ce domaine. Et donc lui dit que la réintroduction de l'ours en fait a permis la réintroduction des bergers dans les Pyrénées et que finalement ça reprend une longue histoire de cohabitation entre la présence de l'ours et la présence du pastoralisme dans la montagne. Et à l'inverse, l'éleveuse, elle, en fait, ne voit pas pourquoi il faudrait se reposer la question, enfin vouloir justement à tout prix réintroduire du sauvage dans un espace qui finalement a été remodelé aux usages humains. Donc voilà, c'est la controverse en fait sur la présence et la cohabitation avec ces grands prédateurs qui sont des animaux non conviviaux avec qui cohabiter ne peut pas être pensé sur le modèle du teddy bear. Ce qui est frappant, je trouve, dans ce débat, c'est qu'on retrouve immédiatement les milliers d'années d'histoire qu'on a connues avec l'ours, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de l'ours. C'est dès qu'on gratte un petit peu, on arrive tout de suite à la question quelle place on fait aux autres espèces, finalement, dans la nature, ou est-ce que, je vais dire ça comme ça, est-ce qu'on s'arroge le droit d'utiliser toute la place ? Et ça rejoint directement, Baptiste, enfin, tes propos et ta pensée à propos de la diplomatie vis-à-vis des autres êtres vivants. Enfin, c'est vraiment frappant. Il y a un discours, bien sûr, tout à fait estimable de l'ordre du rationnel. Les adversaires, si on peut dire, de l'ours mettant en avant, à juste titre sans doute, la contrainte supplémentaire que pose la présence de cet animal vis-à-vis d'une filière économique dans une situation très difficile, voilà. Et rapidement, c'est, comme tu le disais aussi, Yann, mais ces animaux, ils sont partis, donc soit on a remodelé le paysage et ils sont plus adaptés. Bon, les biologistes arrivent derrière prudemment en disant c'est pas exactement ça. On a dans le dispositif, donc parmi la série d'interviews, une biologiste du muséum qui nous dit toutes choses égales par ailleurs, donc sans tenir compte des aspects économiques, sociaux ou même psychologiques, il pourrait très bien y avoir 150 ou 200 ours dans les Pyrénées. Il y a suffisamment de place et un habitat suffisamment vaste pour convenir à toute cette population. Et paradoxalement, donc pour en revenir à ce que je disais et finir là-dessus, un des arguments aussi en défaveur de l'ours, c'est de dire ces animaux n'ont plus leur place dans les Pyrénées. Ils sont partis, il n'y a pas de raison qu'ils reviennent. Alors que d'un autre côté, certaines associations mettant en avant cet argument militent pour l'identité pyrénéenne, ce qui est quand même assez paradoxal. On peut difficilement trouver plus pyrénéen que l'ours dans la situation actuelle. Et quand tu dis ils sont partis, ils sont partis, en fait, ils ont été éliminés par les actions humaines directes ou indirectes. Oui, ils sont partis. Ils ont été un petit peu poussés dehors, donc directement ou indirectement. Et comme le fait remarquer l'éleveuse dans son interview, dans les Pyrénées centrales où donc on l'a rencontré, elle indique que l'ours est absent depuis une 50aine d'années. Et ce sont les réintroductions, donc datant de 96 pour la plus ancienne maintenant, qui a ramené, disons, une population significative d'ours dans cette région, bien qu'il soit une trentaine actuellement, ce qui est quand même pas considérable. Oui, je suis absolument d'accord avec toi quand tu dis il suffit de gratter un peu pour voir émerger les milliers d'années d'histoire. Et c'est un peu pour ça aussi que ça nous semblait intéressant de faire ce parcours historique très, très, très caricatural, très schématique, pour aboutir à la situation contemporaine.
C'est-à-dire que la controverse et les implications de cette idée de cohabiter ou pas avec l'ours des Pyrénées, et plus largement de cohabiter avec les grands prédateurs, elle n'est intelligible. On ne peut la comprendre que si on voit que dans la simultanéité du présent, en fait, s'accumulent toutes les couches de représentation dont on est les héritiers. Parce que si vous essayez de décrypter maintenant le débat des pour et des contre l'ours, en fait, vous allez retrouver tous les personnages qu'on a présentés ici. Vous avez une version écologique qui dit l'ours, c'est un membre de la communauté des vivants comme nous, et comme tel, on peut lui faire de la place, ça a du sens, c'est pertinent. Il y a ceux qui vous diront non, la nature, c'est un endroit qui doit connaître le soc de la charrue, c'est un endroit qui doit connaître l'appropriation humaine, et ce faisant, la montagne, c'est la montagne du pastoralisme, et l'ours, à cet égard, n'est qu'un nuisible. Il y a ceux qui vous diront non, l'ours c'est en effet un nuisible au sens où c'est compliqué quand on est berger de travailler avec lui, mais en même temps la montagne c'est un lieu partagé dans lequel il a sa place. Donc vous retrouvez des positions hybrides. Vous retrouvez aussi une position qui vient essentiellement de, on va dire, une sorte de sens commun très urbain et qui pense que l'ours c'est évident de cohabiter avec parce que justement nous on est héritier plutôt d'un teddy-bear que du fameux grizzly si difficile avec qui il est si difficile de cohabiter, et donc qui pousse pour dire mais il faut réintroduire des ours sans réfléchir aux problèmes que ça pose. Et puis bien évidemment la justification de conservation qui est celle de la survival of the cutest, c'est parce que l'ours, bien que nuisible à l'égard du pastoralisme, bien qu'animal très ambivalent dans la représentation, est un animal dans une situation, en Europe, dans une situation de conservation très problématique, qu'il va être réintroduit. Tout ça s'amalgame dans une situation explosive à laquelle il faut ajouter, et ça c'est, je crois, un élément fondamental, tu l'as évoqué, la situation socio-économique très compliquée du pastoralisme ovin, donc du pastoralisme qui fait du mouton, et du mouton destiné à la production de viande, pour des raisons économiques qui n'ont rien à voir avec les grands prédateurs, qui ont à voir avec la politique économique de l'Europe, et notamment les prix faits à la Grande-Bretagne ou les prix faits à la Nouvelle-Zélande. C'est une profession qui est dans une situation très compliquée, mais quand vous êtes berger et éleveur, et que vous êtes dans une situation économique compliquée, c'est dur de s'en prendre à l'Europe, c'est dur de s'en prendre aux Anglais ni aux Nouveaux-Zélandais. Par contre, si on vous ramène un animal qui rajoute des complications à votre manière de faire votre métier, tous les ingrédients sont là pour aboutir à une situation aussi explosive qui est la nôtre actuellement. Comme il nous reste à peu près un quart d'heure, je propose que vous posiez des questions aux deux intervenants si vous en avez. Je crois qu'il y a des micros qui vont circuler. Il y a même 2 micros qui vont circuler et je voulais juste faire un petit rappel sur l'organisation de cette soirée, puisque à l'issue des questions, vous sera proposé de découvrir l'ouvrage dont il est question, L'ours, paru aux éditions Bilbaud et Muséum. Donc voilà, vous aurez l'occasion d'échanger aussi avec nos intervenants. Maintenant, place à vos questions, n'hésitez pas, c'est aussi un moment privilégié. Merci beaucoup. En fait, j'avais une question sur ce que vous avez en fait dit sur la relation potentielle avec l'animal, qui est aujourd'hui plutôt entre une muséification du vivant, il faut préserver le vivant, et un petit peu une idéalisation, ou alors sur le côté c'est sauvage et donc dangereux et donc il vaut mieux l'éliminer. En fait, je voulais juste me baser sur un documentaire de Werner Herzog qui s'appelle Grizzly Man et qui met en scène, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est vraiment super, et c'est un Américain un peu fou qui passe 13 étés avec des grizzlies dans la nature. Il arrive à survivre en communiquant avec eux, on ne sait pas trop comment. Il finit par se faire tuer à la fin. Mais parce que la question, c'est on peut considérer cette personne comme la personne qui connaît le mieux les grizzlies au monde, je pense. Elle a passé 2 ans en totalité avec les grizzlies. Et pourtant, il y a cette vision qui est un peu idéalisée, en fait, une vision avec pas mal de projections et une vision super humaine sur le grizzly. Et donc ma question, c'est est-ce qu'il y a une troisième voie, vraiment une possibilité de connaître
l'animal en enlevant un peu les couches en fait. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose en dessous les couches au final? Très bonne question. C'est une question difficile, à laquelle il est difficile de répondre. On peut citer, je dirais, le point de vue du scientifique, du biologiste qui étudie cet animal avec le plus de distance possible et le plus d'objectivité possible. Ça, c'est la définition du scientifique, je dirais, normalement, mais en même temps, le scientifique est un humain comme les autres, et il n'est pas indépendant de toute son histoire sociale et psychologique également. Donc c'est difficile en fait de faire la part des choses malgré toute l'objectivité ou l'impression d'objectivité qu'on peut avoir sur ses propres pratiques. Je ne sais pas si on peut rajouter quelque chose. Je peux essayer, c'est vrai que c'est une question très difficile. Qu'est-ce qu'il y a derrière les couches de représentation? Alors, il me semble que... moi, je vois deux aspects à cette question. La première chose, c'est que le fait est qu'on projette énormément de choses sur l'animal et qu'on projette aussi des choses qui sont très humaines. C'est ce qu'on appelle classiquement l'anthropomorphisme. Et longtemps, on a présenté l'anthropomorphisme comme en fait un obstacle pour comprendre ce que c'était que les animaux. Il me semble que si vous regardez l'éthologie contemporaine, et notamment les développements de la primatologie, vous allez vous rendre compte que cette idéologie suivant laquelle l'anthropomorphisme, c'est une erreur de méthode, est en train d'être dépassée, est en train d'être récusée. Et on est en train de tenir un discours beaucoup plus fin sur l'anthropomorphisme. Et notamment, c'est Frans de Waal qui est l'un des porteurs de cette idée. Et l'idée, elle est assez simple, et moi je la trouve extrêmement convaincante. Et elle consiste à dire, projeter sur les animaux des phénomènes humains, ce n'est inacceptable que si et seulement si les animaux sont absolument différents des humains. Or, si vous êtes honnêtement darwinien, vous êtes obligé d'accepter que les humains sont aussi des mammifères, sont aussi des vertébrés, et conséquemment que c'est aussi une forme bien spécifique et bien étrange d'animalité, que l'humanité est une forme bien étrange d'animalité. Lorsque vous vous rapportez à l'évolution, vous voyez qu'il y a énormément de choses qui sont partagées par les formes de vie. Des formes de vie qui se sont séparées il y a quelques millions d'années partagent énormément dans leur manière d'exister, dans leur manière de penser, dans leur comportement. Et la question devient, c'est plus un crime de projeter sur les animaux des phénomènes humains quand on essaie de chercher ce qu'il y a en commun, en fait, entre les animaux non humains et les humains. Chercher le commun, donc c'est plus de l'anthropomorphisme, c'est du biomorphisme, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, que disent les éthologues ou les primatologues? Ils disent l'anthropomorphisme, c'est juste une méthode pour faire des hypothèses. Alors, on a besoin, par exemple, de repérer qu'il y a des relations de pouvoir entre les humains. On appelle ça pouvoir entre les humains. Et on a un mot. Et maintenant, par méthode, on va simplement faire l'hypothèse. Est-ce qu'il y a des relations analogues chez d'autres primates, par exemple? On ne va pas dire que c'est le cas, mais on va utiliser l'anthropomorphisme comme une manière de créer des hypothèses qu'ensuite on va essayer de mettre à l'épreuve. Donc au lieu de dire l'anthropomorphisme c'est interdit, au lieu de dire l'anthropomorphisme c'est bien, on peut le faire, on dit l'anthropomorphisme c'est ce avec quoi on fait des hypothèses et ensuite on les met à l'épreuve par les méthodes scientifiques. Ouais, c'est un peu ce que je peux dire. Juste pour rajouter un mot, je pense que ce qui est intéressant aussi et ce qui émerge, et on le voit notamment à travers cette exposition, c'est que en fait, on a de plus en plus une réflexivité qui émerge sur justement toute l'histoire de nos représentations en fait de l'animal. Et si on se promène dans l'exposition avec l'idée en tête que justement on n'arrête pas de projeter des choses sur l'animal, en fait, ce parcours permet de comprendre en quoi ça s'inscrit aussi dans l'histoire d'une cohabitation et comment, à partir de cette voie qui est ouverte, on peut se réintéresser différemment à l'animal. Et je pense que dans la vie aussi quotidienne de chacun,
libérer un petit peu d'espace en étant réflexif. Grâce à cette réflexivité, ça permet aussi, dans son expérience, d'aller à la rencontre de l'animal, justement, en cherchant d'autres choses, quoi. Se décentrer, comme tu dis, Baptiste, Ouais. c'est ça. Si j'ai bien compris, vous dites oui, dans les cavernes, l'ours était herbivore, donc la cohabitation était facile. Et aujourd'hui, il est présenté comme carnivore. Et c'est ce qui explique que la cohabitation n'est pas facile, puisqu'il mange les animaux des troupeaux. D'où vient l'évolution? Alors, moi j'en dis quelques mots, mais c'est toi le spécialiste de cette question. Alors, c'est pas le même ours en fait, déjà, premièrement. L'ours des cavernes a disparu. Donc ils ont un ancêtre commun, mais l'ours brun contemporain n'est pas le descendant de l'ours des cavernes. C'était déjà des cousins à l'époque qui s'étaient séparés antérieurement. Je parle sous ton contrôle. Et l'ours des cavernes a disparu. Et donc lui était essentiellement végétivore, herbivore. Donc la cohabitation était plus facile. Probablement il y avait quand même de la confrontation pour les abris, mais de la compétition pour les abris, puisqu'on utilisait les mêmes grottes. Donc il n'y a pas eu d'évolution de l'un à l'autre. Par contre l'ours brun, alors j'aimerais que ce soit toi qui réponde parce que tu seras bien meilleur que moi, à partir de la disparition de l'ours des cavernes, l'ours brun se serait transformé. En fait, à l'époque de l'ours des cavernes, donc, qui a disparu il y a 28 000 ans, jusqu'à cette époque, donc les ours bruns étaient plus gros et plus carnivores. Et petit à petit, à partir de la disparition de l'ours des cavernes, donc les ours bruns ont continué à évoluer comme n'importe quelle espèce, et ils sont devenus globalement plus petits et plus herbivores. Et c'est un petit peu difficile à interpréter, mais en fait, il y a deux hypothèses ou deux interprétations possibles. La première, c'est de dire que l'ours brun en fait, a pris la place écologique de l'ours des cavernes, donc il est devenu plus herbivore à la place, en quelque sorte, de l'ours des cavernes. Et l'autre hypothèse, c'est de dire qu'il y a eu plus de pression humaine, parce qu'à partir de cette époque-là, les hommes ont commencé la démographie humaine a commencé à augmenter et il y a eu plus de pression directe ou indirecte sur les ours de la part des humains. Du coup, ils ont eu des moins bonnes conditions de développement, en quelque sorte. Et donc, juste sur le dernier point, donc l'ours actuel, l'ours brun actuel, n'est pas carnivore au sens strict, il est omnivore au sens strict. Donc, il se nourrit en très grande proportion de végétaux, de miel, d'insectes, de fruits, de feuilles, de fruits, et en partie beaucoup plus minoritaire de viande, de charogne et parfois de proies attaquées. Mais il se nourrit pas du tout exclusivement des brebis ni de la faune sauvage. Comme ça marche? Ah oui. C'était en réaction avec le premier intervenant. J'aimais bien l'idée que ça fasse un peu débat, du coup, pour qui je n'avais pas vu qui c'était. Sinon, je vous aurais parlé directement. Ouais, salut. En fait, je ne sais pas, en même temps, peut-être que vous me donnerez votre avis dessus, mais pour changer les représentations entre l'homme et l'animal, moi, il y avait quelqu'un que j'aimais bien, c'était Malthus. C'était essayer de voir, en fait, finalement, un animal dans son rôle, avec son biotope et avec les autres intervenants dans son biotope. Et du coup, dans ces cas-là, on élimine tout à fait les représentations de l'homme sur cet animal. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, le philosophe, parce que... Je pense que moi, je suis pas loin d'être d'accord avec vous sur la voie à suivre. C'est-à-dire que je pense que... Par contre, j'ajouterai des dimensions. Je pense que aujourd'hui, la grande richesse que la biologie, les biologies qui sont plurielles, nous offrent, c'est d'enfin accéder aux animaux suivant les trois dimensions qui sont structurantes. La première, c'est la dimension évolutionnaire, c'est leur évolution. Sans l'évolution, rien n'a de sens dans le vivant, comme disait l'un des fondateurs de la théorie synthétique de l'évolution. Donc comprendre leur histoire évolutionnaire. La seconde, c'est la dimension éthologique, c'est la dimension comportementale. Et la troisième, c'est la dimension écologique, c'est celle que vous évoquez, je suis absolument d'accord, c'est-à-dire les relations constitutives qu'ils entretiennent avec l'ensemble de la communauté biotique autour d'eux et des facteurs abiotiques.
je crois qu'en effet, quand on commence à articuler ensemble ces 3 dimensions, on accède à une profondeur de vue sur les autres animalités, les autres manières d'être un animal. Et on se libère, chemin faisant, de toute une série de fantasmes dont on est les héritiers. Moi, je me souviens d'un passage quand vous avez parlé des nuisances des animaux, sur le fait qu'ils étaient nuisibles parce que contre le fait que l'homme allait investir le territoire sur lequel il vivait. Ça me fait penser aux réactions qu'on peut trouver en ce moment de certaines personnes qui se mobilisent et qui vont sur des lieux qui sont destinés à être rasés pour faire des aéroports ou ce genre de choses. Et ça me fait juste me poser une question. Est-ce que ce serait possible d'imaginer qu'on ait besoin de retrouver une certaine forme de sauvagerie pour... comment dire, est-ce que ce serait le signe qu'on retournerait vers quelque chose de plus ours, qu'on en aurait besoin en tout cas? Je me lance, tu veux y aller? Évidemment, je ne suis pas philosophe. Il faut revenir plus donc, ours. Je vais laisser Baptiste prendre la parole. Merci. En tant que personne lambda, j'imagine aussi qu'il peut y avoir une espèce de retour de balancier où on évoquait tout à l'heure à propos de Teddy Bear le fait qu'on soit déconnecté de la nature parce que exode rural notamment, vie en ville, raréfaction de la nature sauvage et de la faune sauvage, etc. Et on peut imaginer aujourd'hui ou dans un avenir proche de vraiment souffrir de cette distance avec la nature. C'est quelque chose d'un peu mystérieux auquel je pense là, mais d'éprouver le besoin de retrouver ses racines. Donc ça part d'animalité, son histoire biologique qui remonte à pas mal de millions d'années. Et donc qui est une espèce de retour dans ce sens-là, qui est peut-être amorcé par quelques précurseurs, comme les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Oui, moi je vois 2 choses dans votre question. La première, c'est le parallèle entre les ZAD et la question des interactions avec la faune sauvage, les grands prédateurs. Je crois que ce n'est pas du tout arbitraire, en fait. Votre intuition, elle est assez juste. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une vraie question qui recouvre ces 2 phénomènes, c'est la question du partage du territoire. C'est comment on vit ensemble dans un territoire partagé. Comment on partage le territoire? À qui appartient le territoire? Qui a droit de déterminer à quoi va ressembler le territoire? Comment il va être exploité? Et ça, ce qui me fascine, c'est que nous, on a tendance à croire que c'est une question strictement humaine, exclusivement humaine. Et c'est entre les groupes humains qu'il faut choisir. Mais en fait, si on regarde bien l'histoire de qui nous sommes comme êtres vivants, on se rend compte que c'est l'histoire de la vie sur Terre depuis quelques milliards d'années, et que c'est une histoire, que c'est une question qui se pose aussi dans nos relations avec les animaux. Et c'est pour ça que une grande part de mon travail philosophique consiste à essayer de se demander comment on fait de la géopolitique avec les animaux, comment on partage le territoire avec eux. Est-ce qu'enfin on peut accepter cette idée que nous ne sommes pas les seuls propriétaires du territoire, avec un droit exclusif à détruire tous les autres? Est-ce qu'on peut imaginer non seulement qu'il est possible de cohabiter, mais même qu'il est souhaitable de cohabiter, et que la vie sans eux sera appauvrie, elle sera mutilée? De ce point de vue-là, il y a le travail de Paul Shepard, dont je vous parlais tout à l'heure, il est vraiment très très profond, et Paul Shepard écrit cette phrase, il dit nous allons bientôt disparaître. Alors c'est un texte qui est très beau et qui est en fait une lettre posthume dans laquelle il prétend que cette lettre lui a été dictée par un ours. Et ça s'appelle un message de la part des autres. Et les autres, c'est tous les animaux non humains. Et donc la lettre est vraiment écrite comme une lettre, elle fait 1 page, il faut que vous lisiez ce texte, c'est absolument bouleversant. Et donc ça commence par l'expéditeur
c'est depuis le désert, la forêt, la mer, la montagne. Et la lettre commence en disant « Cher monsieur le primate Paul Shepard et autres primates intéressés ». Donc c'est nous. Et donc l'ours parle et il conclut, il essaie d'expliquer la situation contemporaine du point de vue de l'ours et il conclut en disant « Lorsque nous aurons disparu, vous ne saurez plus qui vous êtes ». Ça renvoie à une thèse très profonde chez Shepard, suivant laquelle notre capacité à savoir qui nous sommes, notre capacité à trouver notre place comme collectif et comme individu, elle exige que nous ayons des rapports avec du sauvage, que nous entretenions des rapports avec une nature sauvage qui n'est pas détruite, qui n'est pas mutilée, qui n'est pas complètement appropriée et exploitée. Et donc ça renvoie au second point qui est « Faut-il devenir plus ours ?» Alors, je crois que c'est une question qui est vraiment difficile parce que, à nouveau, on est coincé dans des malentendus, au sens où c'est certain qu'on appartient à une civilisation qui a énormément valorisé le domestique, mais en même temps, ça a créé des contre-feux suivant lesquels il fallait essayer de redevenir sauvage, se réensauvager. Le problème, c'est que l'idée de sauvage dans ces représentations-là, en fait, c'est une image un peu fantasmée du sauvage. Et notamment qui implique de la férocité, qui implique le cri primal, une sorte de brutalité originelle. Le problème, c'est que si vous écoutez ce que disent les éthologues sur les animaux sauvages, ça ne ressemble pas du tout à ça, un animal sauvage. Un animal sauvage, c'est pas du tout féroce, c'est pas du tout déréglé, c'est pas du tout démesuré, c'est pas du tout destructeur. Le paradoxe qui est très intriguant et qui a été soulevé par Konrad Lorenz, le fondateur de l'éthologie, c'est que les seuls animaux qui sont féroces, démesurés, bestiaux, ce sont les animaux domestiqués. Les animaux sauvages eux-mêmes n'ont pas ce genre de comportement. Ça veut dire que moi, je veux bien qu'il faudrait qu'on se reconnecte à notre sauvagerie, mais il faut arriver à comprendre vraiment ce que c'est que cette sauvagerie. Elle n'a rien à voir avec la violence sans borne, la luxure. Elle a à voir avec le fait d'être un animal bien vivant, qui essaie d'entretenir des relations de cohabitation avec d'autres animaux bien vivants. Et donc il y a un travail assez important à faire, ne serait-ce que pour recomprendre ce que ça veut dire la sauvagerie. Merci. Je voudrais juste rebondir sur un tout petit point technique. Vous avez tout à l'heure assimilé dans le summum des prédateurs les loups et les ours. Moi, je ne suis pas trop d'accord, dans la mesure où le loup, tout simplement, c'est un mammifère qui se reproduit beaucoup, qui chasse en meute, alors que l'ours est solitaire et se reproduit très peu. Il y a quand même une grosse différence, surtout quand vous dites que la férocité des animaux provient des animaux qui ont été élevés. Les loups qu'on relâche, les loups qu'on relâche sont des loups d'élevage. Et je peux vous assurer que quand vous voyez les dégâts que provoque une attaque d'une meute de loups sur un troupeau de brebis en montagne, c'est absolument féroce. Ils sont une dizaine de loups et ils vont saigner 50 bêtes. Ils en mangeront 3, mais c'est pas grave. Le comportement est plus du tout sauvage. Voilà. Alors figurez-vous que j'ai écrit un livre là-dessus. J'ai écrit un livre là-dessus et dans ce livre, il y a un chapitre tout entier consacré exactement à cette question. Et figurez-vous que je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Mais ça arrive, c'est intéressant. Donc, c'est un débat très compliqué. Hein. Oh là là, est-ce qu'on rentre là-dedans maintenant? Je ne sais pas si vous voulez, on peut peut-être en parler à la sortie. Oui. Parce que là, sinon, ça va nous embarquer dans des questions infernales. Le développement sur le surplus sur le surplus killing, c'est la question du surplus killing. Est-ce que tu peux le faire en 2 minutes? Allez, 2 minutes, c'est parti. Donc, attendez, je cherche le chemin. Ça y est. Alors, donc, le surplus killing, c'est ce qui est décrit par cette dame. En effet, aujourd'hui, assez souvent, lorsqu'il y a des attaques de loups sur les troupeaux,
dans certaines conditions, il y a beaucoup plus de brebis qui sont tuées que de brebis qui sont mangées. Et donc le berger revient le matin en estive ou dans la bergerie et il trouve plusieurs brebis, alors une cinquantaine, c'est vraiment dans des cas très très rares, mais plusieurs brebis tuées non mangées. Et vous savez que nous, humains, et ça c'est l'erreur de l'anthropomorphisme, finalement quand on pose la question de pourquoi tuer, on n'a que deux réponses. Ou bien on tue pour manger, ou bien on tue pour le plaisir. Spontanément, comme les loups ne mangent pas ce qu'ils tuent, on en déduit qu'ils tuent pour le plaisir. Et donc qu'ils sont cruels et qu'ils sont sadiques. Et ça, c'est une mécompréhension éthologique profonde, parce que justement, on ne fait pas justice à la dimension évolutionnaire de leur comportement, au fait qu'ils sont le produit d'une évolution. Alors, ces loups en question ne sont pas du tout des loups relâchés. Ces loups sont revenus d'Italie, et il n'y a aujourd'hui aucun doute, et il y a un consensus absolu dans la communauté scientifique sur le fait que ces loups ne sont pas du tout des loups domestiques. Ce sont des loups qui sont revenus des Abruzzes par les Apennins. Et alors la question devient, pourquoi sont-ils si féroces ? Ils ne sont pas féroces, en fait, c'est juste un malentendu éthologique, c'est un malentendu diplomatique, si vous voulez. Alors comment il s'explique ? En 1 minute, puisque je crois qu'il ne me reste plus qu'une. Les loups ont coévolué pendant plusieurs millions d'années avec des ongulés dans la prairie, donc des ongulés sauvages qui avaient pour habitude ou instinct, si vous voulez, comme séquence comportementale, de se disperser lorsqu'ils sont attaqués. Ce que ça induit, c'est que systématiquement, lorsque la meute attrape un animal, il est tout seul et les autres sont éloignés. Les loups sont des animaux qui sont des animaux dits opportunistes, ce qui fait que spontanément, si jamais il y a beaucoup d'animaux qui sont là en présence, ils vont avoir toutes les raisons du monde de les attaquer successivement pour maximiser leur stock de nourriture, si vous voulez. Or, ce qui se passe, c'est que les brebis, elles, ont été sélectionnées à l'inverse. Alors que les antilopes ou les chevreuils se dispersent quand ils sont attaqués, les brebis, elles se resserrent quand elles sont attaquées. Et ça a été sélectionné comme ça par le berger et l'éleveur pour une raison assez simple, c'est que c'est très compliqué d'aller chercher des brebis qui sont peureuses. Dès qu'il y a un coup de tonnerre, si elles se dispersent toutes et qu'elles vont s'enrocher dans la montagne, le métier devient infernal. Donc vous allez sélectionner de telle manière à ce qu'elles se collent les unes aux autres. Qu'est-ce que vous faites ? Vous apportez une meute de loups qui a évolué pendant des millions d'années avec des animaux qui se dispersent quand on les attaque, et vous les mettez en contact avec des animaux qui se regroupent quand on les attaque. Conséquemment, qu'est-ce que font les loups ? Ils tuent une première brebis, les autres brebis se collent, et les loups continuent à tuer les brebis. Et ils sont maintenus dans cet état de prédation. Ça arrive parfois dans la nature, dans des situations bien particulières, dans des marais. Les loups font ça pour ensuite conserver la nourriture et revenir plusieurs jours de suite se nourrir. Bien évidemment, dans le cas du troupeau, ça ne peut pas arriver, puisque le matin, le berger revient et les loups ne peuvent pas venir plusieurs jours se nourrir. Donc voilà, malentendu éthologique dans lequel la transformation, il y a deux vitesses, si vous voulez. La domestication transforme très vite les brebis, mais les loups ne se transforment pas à la même vitesse. Et donc il n'y a pas de coévolution et il y a un malentendu éthologique entre les deux. 3 minutes, pardon. On va s'arrêter là. Merci à tous et on peut se retrouver là-haut pour discuter autour de la revue.